Alors déjà, merci beaucoup d'être venu écouter cette table ronde sur la surexposition du journalisme politique, qui est un sujet dans l'éducation aux médias qui est particulièrement prégnant, parce que sur le terrain, pour ceux qui exercent et pour ceux qui s'apprêtent à exercer, c'est une thématique qui revient très régulièrement, la manière dont les journalistes politiques travaillent, et le journalisme politique en tant qu'objet simplement d'étude. Donc c'est l'occasion, avec nos 3 intervenants, d'explorer un peu cette question. Donc Manon Rescan, vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes en charge notamment de toutes les questions qui sont liées au Parlement. C'est un poste que vous avez pris il y a quelques mois, puisque à l'origine, vous avez notamment travaillé sur le projet Française-Français, qui a été mis en place pendant la présidentielle et dont l'objectif était d'évoquer un petit peu la politique sous un autre angle, un angle peut-être un peu moins habituel. On aura l'occasion d'y revenir. Et du coup, vous êtes rentré en politique finalement parce que vous étiez intéressé par les électeurs. Et ensuite, vous êtes demandé quels sont les ressorts du vote. Et puis de là est venu progressivement votre goût pour le journalisme politique. Bruno Jeudi, vous êtes en charge vous êtes rédacteur en chef donc des pages politiques de Paris Match, et vous êtes également éditorialiste chez BFM Télé, donc c'est une double casquette qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Vous avez quasiment fait la totalité de votre carrière, en tout cas depuis Le Parisien, dans le journalisme politique, et notamment fait d'une spécialité le fait de suivre la droite française. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont notamment Nicolas Sarkozy de Neuilly à l'Élysée, qui est paru en 2007. Donc voilà, on aura l'occasion également d'approfondir ces questions. Et enfin, Thierry Vedel, vous êtes politologue, vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, donc le Centre d'études politiques de Sciences Po. Vous êtes intéressé à la fois par la politique, donc la communication politique, le rapport entre la politique et Internet, et aussi par les médias, donc ce qui est d'autant plus intéressant pour nous aujourd'hui. Je ne peux pas citer l'ensemble des ouvrages auxquels vous avez collaboré parce qu'ils sont bien trop nombreux, mais du coup voilà, vous nous éclairerez de votre regard de chercheur pendant ce débat. Peut-être simplement la première question qui est probablement la plus évidente sur un sujet comme celui-là, c'est que quand on parle de politique, il y a à la fois une certaine fascination et une certaine détestation des électeurs, donc aussi lecteurs, auditeurs et spectateurs de cette question. Et puisqu'en fait, très régulièrement, on entend de nombreuses critiques sur le journalisme politique et sur la manière dont les journalistes travaillent et sur la politique en général. Et finalement, quand on tend notre micro ou notre calepin sur le terrain, assez rapidement, les gens évoquent la politique. Donc c'est peut-être ma première question porterait sur cette relation d'amour-haine un peu que les Français développent avec le journalisme politique et la politique plus largement. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite commencer à réagir sur cette question. Thierry Vedel, peut-être ? Je me lance. D'accord. Bien, bonjour à tous. Alors, donc, en effet, je suis chercheur CNRS et je suis basé dans un centre qu'on connaît sous son acronyme CEVIPOF, mais qui veut dire Centre de recherche politique de Sciences Po. Et alors, on mène des enquêtes dans ce centre sur notamment le rapport aux politiques. Et il y a une enquête qu'on fait sous la forme d'un baromètre depuis maintenant quasiment 9 ans, qui est le baromètre de la confiance politique. Et dans ce questionnaire, dans ce baromètre, il y a une question sur la confiance qu'on porte pour différentes organisations ou institutions. Et les médias arrivent très très bas dans le niveau de la confiance politique. Juste après, en dernier, il y a les partis politiques, mais les médias, c'est autour de 20%, c'est-à-dire 20% des électeurs, des personnes en âge de voter, disent avoir confiance dans les médias. Alors il ne faut pas s'arrêter là, parce que, en effet, comme vous disiez, c'est une relation ambivalente. On n'aime pas forcément les médias, on leur accorde pas forcément de confiance, mais en même temps, on est relativement gros consommateurs de médias en France. Il faut quand même rappeler certains chiffres, notamment ceux des journaux télévisés, qui continuent à rassembler des auditoires assez considérables, plusieurs millions de personnes. Et puis on a vu lors de la campagne électorale, lors de la campagne présidentielle, on peut avoir des pics d'audience sur certaines émissions de débat ou autres. Et même si on prend l'exemple des chaînes continues, d'info continue, on a quand même un public régulier. Alors ça, on peut l'expliquer aussi par le fait qu'il y a un vieillissement de la population, et plus on vieillit, plus on s'intéresse à la politique.
C'est une conclusion intéressante qui là, ouvre des perspectives très importantes. Pour répondre à la question d'Elisa, je pense que les Français mettent beaucoup dans la politique, ils mettent donc beaucoup dans le journalisme politique, enfin, celui qu'ils voient à la télévision ou dans les journaux. C'est sans doute excessif, mais c'est aussi parce que les Français, qu'ils votent plus ou moins, puisqu'on a vu que les dernières élections, ils avaient plutôt moins voté, notamment aux législatives, ils se passionnent quand même pour la politique. C'est quelque chose qui m'a frappé. Peut-être que, je ne sais pas si c'est lié à l'âge moyen des Français, mais moi qui suis journaliste politique maintenant depuis un peu plus de 20 ans, je trouve que ça va crescendo. Alors est-ce que c'est une déformation professionnelle? Est-ce que c'est la place importante qu'ont pris les médias en boucle, les médias sociaux et évidemment les sites d'information? Mais il est évident qu'il y a une sorte de peut-être d'excès de la couverture de la politique dans les médias, puisque avant c'était relativement, j'allais dire, circonscrit aux périodes électorales, et elles sont nombreuses en France. L'année prochaine, on ne votera pas. Vous imaginez, c'est pas arrivé depuis très très longtemps qu'on ait une année sans élection. Alors, sauf s'il y a un référendum, ce qui nous replongera dedans. Mais sinon, il n'y a pas d'élection l'année prochaine. Donc, il faut quand même voir qu'il y a des élections tout le temps. Alors, évidemment, il y a des élections qui sont plus ou moins suivies, qui ont plus ou moins d'intérêt pour les Français, qui vont se passionner beaucoup plus pour une présidentielle que pour une élection départementale. Mais c'est vrai qu'il y a cette importance, la politique, quelque part, à notre corps défendant, j'allais dire, puisque bon, nous sommes journalistes politiques. Moi, j'ai d'abord fait 10 ans de journalisme autre que politique. Je suis devenu journaliste politique à la faveur des élections législatives, de la dissolution d'ailleurs, presque. C'était quand même une date assez particulière. Je pense que, notamment à travers les télévisions en boucle, il y a évidemment une part de mise en scène, et c'est pas cher de faire des débats pour les télévisions. Il y a aussi cette importance de mettre un ou deux hommes politiques, un ou deux journalistes, et de faire, j'allais dire, une espèce de débat comme ça permanent, où au fond on peut traiter deux, trois sujets par jour. Alors il y a sans doute des excès de ce point de vue-là. Manon disait, enfin Elisa dans la présentation, Manon parlera sans doute de son expérience. Elle est venue aux journalistes politiques, vous nous disiez, parce qu'elle s'intéressait aux électeurs. Moi, je suis venu aux journalistes politiques parce que je m'intéresse aux politiques. Enfin, c'est un peu le hasard des carrières qui fait que c'est d'abord les politiques et les personnalités politiques qui m'ont attiré. Et je pense que les hommes politiques sont des animaux, entre guillemets, particuliers. Et c'est vrai qu'après, il y a la difficulté, peut-être qu'il y aura des questions sur ce terrain-là, de suivre des hommes politiques, d'essayer de comprendre ce qui les anime, pourquoi ils prennent telle ou telle décision à un moment, pourquoi en France longtemps ils sont restés en place comme ça pendant 2-3 décennies. Peut-être qu'on est à l'aube d'un changement de ce point de vue-là, et peut-être que ça aura aussi des conséquences sur la façon de faire du journalisme politique, la façon de traiter l'information, la façon de voir les hommes politiques. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ce paysage. Pas seulement, à mon avis, parce qu'il y a eu un changement de président l'année dernière. Je pense qu'il y a eu des législations qui changent beaucoup les choses. La fin du cumul des mandats. Il y a des choses assez fondamentales là qui vont sans doute, à mon avis, modifier peut-être la perception de la politique, la perception des hommes politiques par les électeurs et de facto aussi par nous-mêmes, parce que nous devons nous adapter aussi à ce paysage mouvant. En vous écoutant, je repensais à 2-3 petites choses. Il y a un effet feuilleton, enfin on parlait de fascination, détestation, etc.
Il y a aussi un effet feuilleton où on est un peu accro, c'est-à-dire la politique, c'est aussi des épisodes les uns après les autres. Et aujourd'hui, la télévision fait qu'on peut y être... on peut le suivre de très près en direct, et ça crée cet effet feuilleton et donc du coup d'adhésion et en même temps parfois de répulsion. On se dit je zappe, j'arrête, etc. Il y a aussi des politiques, et vous êtes mieux placés pour en parler, qui ont joué de ce côté feuilleton, qui ont mis en scène beaucoup la politique. Je pense que Nicolas Sarkozy en ça était peut-être relativement emblématique de comment on crée l'événement, donc comment on crée la fascination, etc. Et qui est très fort aujourd'hui, toujours dans la profession, dans la mise en scène. Et donc ça alimente ce feuilleton fascinant. Sur la détestation, moi j'ai une anecdote qui me revenait en préparant la conférence. C'est un jour de reportage je vais dire Dordogne, mais je sais que c'est pas la Dordogne, je sais plus où c'était, dans cette région-là. J'arrive dans un loto, en fait, je faisais des reportages dans des zones, dans des terres de mission du Front National où Marine Le Pen avait fait une tournée. Elle s'était arrêtée dans plusieurs villages où elle n'avait pas forcément fait des gros scores, mais pour aller préparer le terrain, voilà, essayer de créer l'événement à cet endroit-là. Et j'y étais retournée 6 mois plus tard. Et je voulais rencontrer des électeurs, et j'arrive dans un loto du soir, parce que vous devez le savoir aujourd'hui, pour rencontrer des gens, c'est pas facile de trouver les endroits pour faire du micro-trottoir. Il n'y a plus personne qui va sur les marchés à part les retraités dans les petits villages, donc en fait ça biaise vachement le point de vue. Donc le loto, c'était une bonne entrée. Et je me souviens, je vais voir une dame, je lui parle, et puis de but en blanc, parce que j'avais pas trop de tact, j'arrive en disant est-ce qu'on peut pas être politique? Et là, je me souviendrai toujours de son langage corporel, de ses yeux ouverts grands, qui me disaient mais non, mais venez pas nous parler de politique. C'était viscéral, quoi. C'était quelque chose ouais, c'était extrêmement viscéral. Elle était très très en colère, et en même temps tout son propos était politique, c'est-à-dire elle disait voilà, aujourd'hui il y a telle et telle chose qui vont pas dans les mesures qui sont prises, et donc aujourd'hui ça dans ma vie ça me coûte, ça me pose des problèmes. Et donc je crois qu'on avait là une tension assez caractéristique de ce qui se passe, et c'est ce qu'on a continué à voir dans Française Français, mais on en reparlera peut-être plus tard. Ce que vous semblez aussi un peu pointer du doigt, et qui est une question qui me semble importante sur un débat comme celui-là, c'est finalement, quand les gens critiquent le journalisme politique, est-ce que ce qu'ils critiquent, c'est vraiment consubstantiel au journalisme politique, ou est-ce que c'est lié aux pratiques qui sont celles des journalistes politiques aujourd'hui, et à leur évolution au cours des dernières années? Bon, jeudi. Bon, il y a des critiques qui sont récurrentes. Le manque de neutralité des journalistes, c'est quelque chose quand vous, dans la rue, vous discutez avec des gens, alors là, vous faites attraper, vous êtes trop ceci, trop cela. Ça c'est assez récurrent. Et j'allais dire, j'ai toujours connu ça. Même lorsque je faisais pas de télévision, par exemple, j'avais déjà cette critique-là. Je me souviens, moi, comme Manon, il y a quelques années, avoir passé 8 jours à Royan pour faire une grande enquête sur les abstentionnistes. Et les gens, c'était ça. Enfin voilà, il y a des critiques récurrentes. Il y a le manque de neutralité, il y a les fausses informations. Alors les gens vous ressortaient tout le temps un peu les mêmes histoires qu'avaient défrayé la chronique, d'infos bidons qui étaient sorties ici ou là, il y en a eu, donc de toute façon, et donc ça on vous le ressort, ça c'est vraiment des choses assez récurrentes. Alors maintenant, l'autre chose qu'on peut entendre, moi je le vois, alors là peut-être parce que c'est la télévision, ce que je peux entendre c'est il n'y a pas assez de fond, vous approfondissez pas assez les choses, vous faites du show, vous vous interrompez, vous disputez à la télévision, enfin là on entend beaucoup ça, en tous les cas pour ce qui est sans doute des chaînes info, moi je l'entends moins puisque je suis chroniqueur assez dans l'air. Là, c'est vraiment l'émission sanctuarisée, peut-être un peu plus troisième âge, mais alors pour le coup, puisque le principe de l'émission, c'est de ne pas se couper la parole et de ne pas se parler les uns sur les autres. Donc, mais ça, par contre, on l'entend beaucoup comme une critique. Vous nous fatiguez, comme si au fond, on était une sorte de bruit de fond, quoi. Voilà. Alors ça, c'est des choses que j'entends. Et puis, évidemment, l'autre chose que j'entends
sans doute, en plus avec ma casquette de rédacteur en chef à Paris Match, qui est le titre où je travaille actuellement, c'est la pipolisation. Moi, je n'aime pas ce mot parce que je le récuse et je le dis pas parce que je suis un Match, mais parce qu'au fond, il y en a toujours eu. La pipolisation de la vie politique, je vais quand même utiliser le mot, où là il y a une partie du public effectivement qui disent vous vous intéressez à des choses secondaires, et en France il y a une partie des Français qui n'aiment pas qu'on s'intéresse à la vie, j'allais dire à la vie privée, mais moi je dis la vie tout court des hommes politiques. Au fond, on voit que c'est quand même important de pas, et quand on s'y intéresse pas, parfois on peut avoir des surprises quand il y a des événements type DSK qui arrive par la suite. Donc moi je pense qu'il faut s'y intéresser, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est une critique aussi que je peux entendre, où là voilà on va entendre une partie des gens qui vont nous dire vous en faites trop sur Macron, vous l'avez mis 10 fois à la une de votre magazine et on s'en fout de sa bonne femme et ceci et cela. Donc ça, là je parle trivialement, mais c'est ce que je peux entendre. Je me fais attraper par des gens. Donc ça on l'entend, et ça on l'entend. Mais on entend aussi énormément de gens sur la présidentielle. Moi j'ai commenté tous les soirs cette présidentielle. Moi j'étais absolument surpris des audiences qu'il y avait. Il faut imaginer que les débats de la primaire à minuit, alors que le débat n'était pas retransmis sur la chaîne mais sur une chaîne concurrente, il y avait instantanément entre 800 000 et 1 million de personnes qui venaient se mettre pour regarder le débrief du débat, qui paraît presque plus important à ce moment-là que le débat lui-même. Donc c'est même un peu vertigineux. Vous vous dites, mais pourquoi ils viennent tous écouter notre avis? En plus, là, pour le coup, on avait un parti pris qui était de donner son avis sur les prestations des candidats, j'allais dire aux primaires, puisqu'il y a eu plusieurs primaires. Donc, il y a eu vraiment un effet pendant cette année 2016-2017, un effet très fort des chaînes info. Peut-être trop, elles ont eu une part importante. Et Manon parlait tout à l'heure de l'aspect feuilleton. Moi, j'ai en tête 2 feuilletons qui ont, pour le coup, il y en a même un où j'ai fait un livre, c'était l'affaire Fillon-Copé en 2012. Moi, j'ai refait une enquête après pour essayer de savoir ce qui s'était passé. On a publié ça au printemps, donc ça avait eu lieu au mois de décembre, novembre-décembre. Et donc, c'était d'ailleurs, j'étais très content parce que l'écrit pouvait aller plus loin que ce qu'il y avait eu alors qu'il y en avait eu tous les jours, un programme unique sur les chaînes info sur Fillon-Copé pendant quasiment un mois, et dans tous les journaux, Le Monde a dû consacrer je ne sais pas combien de unes à cette affaire qui a captivé les Français, alors qu'à l'arrivée, c'était quand même une affaire de tripatouillage dans un parti. Hein, mais bon, il y a eu ce feuilleton-là, et puis évidemment, il y a eu le feuilleton du Penelope Gate l'hiver dernier. Oui, sur cet aspect feuilleton, mais c'est ce qu'il y a de fascinant parfois dans la politique, ou du moins une certaine façon de voir la politique, c'est que je crois qu'aucun scénariste aurait pu inventer les histoires qu'on a vécues. C'est-à-dire, qui aurait pu imaginer si un jour un scénariste s'était présenté il y a quelques années en imaginant un futur président de la République qui se fait choper dans un hôtel à New York et tout ça. On aurait dit, bah attends... c'est un peu gros comme affaire, tout ça, ça ne tient pas la route, c'est pas réaliste. Enfin, la réalité dépasse ce que la fiction pourrait imaginer. Alors, sur la relation du public, je crois encore une fois je voudrais insister sur cette idée d'ambivalence. Hein, vous avez raison, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple lorsqu'on voit des manifestants dans une rue, les journalistes ont énormément de travail à faire de difficultés à faire leur travail. Ils sont presque agressés, c'est-à-dire que aussitôt alors on les traite de collabos, et ça quel que soit le camp, c'est ça qui est impressionnant, aussi bien la manif pour tous, ou l'extrême droite, ou les manifs contre le code du travail, vous allez avoir un refus de la couverture médiatique. Donc ce qui nous interroge. Mais en même temps, les gens adhèrent comme ça idéalement à une sorte de modèle du citoyen parfait qui s'informe, qui débat, mais ils sont aussi très friands des petites informations people et tout ça. C'est-à-dire, et vous avez fait sûrement quelques-unes de vos meilleures unes avec des couvertures de people.
Et c'est ça, ça marchait terriblement bien. Donc on a vraiment une ambivalence. Ce ne sont pas les meilleures, hélas. Hein. Pas forcément. C'est pas celles que nous, on veut toujours vendre le plus, mais là, c'est pas. Mais voilà. Elles se sont très bien vendues, j'ai toujours dit. Hein. Et il y a presque un double discours, si vous voulez, du citoyen, qui est adhésion à un modèle du citoyen parfait, idéal, et puis en même temps des pratiques qui ne correspondent pas tout à fait à ça. Hein. Et on l'observe par exemple dans toutes les enquêtes qu'on peut faire en sciences politiques. Par exemple, il y a une question assez rituelle qu'on pose pour prendre votre décision lors de la prochaine élection. Est-ce que vous appuyez surtout sur les idées, les projets ou bien sur les personnalités ? Donc la bonne réponse, tout le monde est d'accord, c'est les projets et les idées. Et tout le monde adhère à ce modèle du bon citoyen. Mais en fait, dans la pratique, on regarde beaucoup les personnalités. Et il y a d'ailleurs de bonnes raisons rationnelles de s'intéresser à la personnalité. Hein, c'est aussi important. Donc voilà un petit peu la difficulté avec laquelle on a traité. Alors ça ne veut pas dire non plus que les journalistes disent à partir du moment où vous êtes ambigu, ambivalent, cher public, ben on fait un peu ce qu'on veut et on vous donne... Bon, il y a aussi peut-être un rôle éducatif des journalistes politiques dont on va parler et peut-être un rôle proactif qu'il ne faut pas se contenter de répondre à une demande en apparence dominante de beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs. Vous pointez du doigt quelque chose de très important et qu'on ose assez rarement finalement questionner, qui est celle de la co-responsabilité dans cette relation un petit peu compliquée qu'entretiennent les lecteurs, auditeurs et spectateurs avec les journalistes. C'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui de soutenir que l'offre en termes de journalisme en France n'est pas extrêmement riche. Il suffit de rentrer dans un kiosque pour voir le nombre de titres qui sont possibles. De la même manière, on entend souvent cette critique du fait de l'uniformisme, de la conformité en tout cas des journalistes politiques qui seraient tous de gauche, etc. Aujourd'hui, si vous souhaitez lire à la fois l'Humanité et le Figaro, c'est tout à fait possible. Sauf qu'il est vrai qu'on s'interroge rarement sur la propension qu'ont aussi les électeurs à aller lire des quotidiens ou des journaux qui viennent confirmer déjà des opinions qu'ils se sont déjà forgées et à ne pas forcément questionner cet usage, enfin cette expression de leur propre biais dans leur propre consommation aussi par rapport à l'offre journalistique. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'impression que vous arrivez à questionner avec les gens qui vous soulignent la problématique du journalisme politique, ou est-ce que, à l'inverse, ça vous semble assez... En fait. Oui, sur la pluralité. C'est vrai que moi j'ai participé à quelques émissions récemment où on s'est fait beaucoup critiquer parce qu'il y avait des plateaux qui étaient, on va dire, très où les journalistes qui étaient présents sur le plateau, je me souviens d'un thème autour de Mélenchon et il y avait eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait cette critique, aucun journaliste ne défendait les positions de défendait ou ne critiquait pas les positions de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y avait eu cette critique. On a vu ensuite qu'ils savaient aussi très bien se défendre eux-mêmes puisqu'ils vont même monter un média. Donc, mais en tous les cas, il y avait ça en arrière-plan. Moi, je ne suis pas responsable des plateaux qui sont organisés. Il se trouvait que ce jour-là, c'était comme ça. Puis, je ne sais plus à propos de quoi. Il y avait une espèce comme ça de consensus qui s'était dégagé sur le plateau. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'idée qu'il y aurait une espèce de journalisme moutonnier chez les journalistes politiques. Moi, je trouve pas. Je trouve que quand même, en plus, l'offre est quand même très large. Je suis plutôt d'accord avec vous, à la fois en presse écrite, évidemment, mais ça, c'est une tradition française. En télévision aussi, petit à petit, c'est vrai que les chaînes info, les différentes chaînes qui existent, alors après on peut dire sur celles qui sont le plus regardées, il y a peut-être une tendance, un jour il y a un téléspectateur qui m'a dit, de toute façon il n'y a que les journalistes qui défendent le libéralisme, qui sont sur les plateaux des chaînes info. Bon, pourquoi pas, il faut l'entendre cette critique. Mais je crois quand même qu'il y a quand même une certaine pluralité et que la critique sur ils pensent tous pareil, moi je la trouve assez contestable. Et alors en presse écrite, pour le coup, c'est un peu la chance de la France, même si chacun sait que c'est compliqué pour la presse écrite actuellement, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, mais il y a quand même une pluralité qui existe.
Alors bon, effectivement, il y a quelques jours dans l'année comme ça où on va tous titrer pareil sur le même sujet, mais ça n'arrive pas si souvent non plus. Et après, je souscris tout à fait à ce qui était dit tout à l'heure sur l'ambiguïté et le côté paradoxal. J'ai oublié ce que je voulais dire. Sur la trop forte proximité ou connivence qu'il peut y avoir parfois. C'est peut-être ça que vous vouliez parler, Elisa, sur la critique qui est faite des journalistes politiques qui seraient trop proches au fond des politiques. Alors là, il y a 2 générations, donc c'est intéressant. Je vais te laisser parler la première. Manon, je parlerai après. J'ai trouvé ce que je voulais dire. J'ai vraiment une absence. Je vais consulter, je pense. Ça va pas du tout. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est aussi mis dans le même... je pense que aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe à l'égard des politiques et lors de la défiance. Et nous, journalistes politiques, sommes mis dans le même sac. Il y a une défiance qui est générique, générale. Et en fait, et nous, c'est des débats qu'on a régulièrement, qu'on a eu beaucoup pendant la campagne. C'est-à-dire tout ce qui était fake news, médias alternatifs, autre manière de... On n'est plus des références. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a ce retour-là de bâton aussi, qui est qu'on est des cibles, en fait. On est des cibles de contestation, de questionnement de ce qui se passe. Je pense c'est vivant, une société qui se questionne sur ses médias, qui se questionne sur ses politiques. Même si on en voit les dérives aux États-Unis avec la part des fake news, etc., et qu'on a forcément en France aussi, ça part d'une bonne chose. Il y a un questionnement sociétal là-dessus. Donc, voilà. Oui, puis il y a un questionnement sur le journalisme politique qui est un peu aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que les politiques qui sont toujours dans une relation non pas ambiguë, mais qui voudraient obtenir ce qu'ils veulent de nous et évidemment le contestent quand ils n'ont pas ce qu'ils... Enfin, c'est une relation assez compliquée. Il se trouve qu'en plus, là maintenant, on a un président de la République qui s'amuse avec ça, qui nous met en cible presque, au fond, on est presque l'avocat du vieux monde que lui, il a voulu abattre. C'est un peu comme ça qu'il nous présente, j'allais dire, des gens comme moi, de ma génération, journaliste politique depuis 20 ans, qui a traversé... Alors, maintenant, elle est un peu pour l'instant, en sursis, parce que c'est la plus jeune génération, mais donc, je les trouve fantastiques. Moi, il se trouve que le journalisme, c'est comme... comment dire, j'ai pratiqué à peu près à tous les niveaux, c'est-à-dire très proche, très loin, aucun contact. Sur les 4 derniers présidents de la République, je crois que j'ai tout connu. Chirac, je le voyais vraiment assez loin. J'avais pas de relation proche avec lui, mais j'ai pu l'interviewer plusieurs fois pendant la campagne, ce qui était déjà... Parce qu'on a la mémoire courte, hein, mais Macron, ce que fait Macron aujourd'hui, c'est un peu ce que Chirac faisait. Hein. Même les journalistes politiques, ils ont plus ça en tête. C'était quelqu'un qui vraiment avait complètement verrouillé sa communication. Et c'était très difficile de travailler sous les mandats de Jacques Chirac. Ensuite, on a eu la période Sarkozy, donc là, je vous la fais courte. Pour le coup, là, j'ai pratiqué ça en forte proximité, c'est-à-dire assez proche. Hein. Moi, j'étais en plus reporter au Figaro, donc je le voyais quasiment tous les jours. Et j'ai vu la difficulté à être assez proche et en même temps, la difficulté à vouloir reprendre de la distance. Et surtout que lui, il cherchait tout le temps cette distance assez proche. Ensuite, avec François Hollande, ça a été plus simple puisque moi, j'étais éditorialiste au JDD et on va dire que je faisais des idées qui étaient parfois assez dures et j'ai eu quelques difficultés. Et puis aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, là, on est plus tranquille parce que là, on pratique sans contact. Et voilà, donc finalement, on a toutes on voit toutes les difficultés. C'est comme le boxeur qui cherche la bonne allonge tout le temps. Mais c'est pas une difficulté, ça, pour moi. Ouais, je sais pas lequel, sinon c'est que les esprits s'expriment, mais ça, c'est un point... Merci. Oui, peut-être un mot sur la critique qu'on fait aux journalistes politiques. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a une grande richesse, une grande diversité de courants. Tous ne sont pas représentés, hein, ceci dit, mais quand même, c'est vrai, les courants libéraux et moins libéraux sont représentés. Mais peut-être le reproche qu'on sent dans les enquêtes qu'on peut faire auprès des électeurs et des citoyens, c'est finalement que les journalistes sont assimilés au système. Ils font partie du système, ils font partie de l'élite, ils font partie de l'en haut. Et rappelez-vous quand même, c'est ça qui est intéressant dans la campagne de Donald Trump, avec tous ses défauts.
elle est portée massivement par une défiance à l'égard à la fois des politiques et des médias. Et peu importe ce que disait Trump, ça n'avait aucune importance. Ça n'avait aucune importance. Il y avait une adhésion profonde au fait qu'ils nous mentent les uns et les autres. Et donc je crois qu'aujourd'hui c'est ça qui fait peut-être la crise du journalisme politique, et en tout cas qui interroge les journalistes politiques. Et je dirais peut-être à juste titre, et j'ai noté 2 ou 3 points quand même sur lesquels il me semble y avoir matière à réflexion pour les journalistes qui s'occupent de politique. D'abord la question de l'agenda. On est quand même arrivé, alors je vais les mentionner parce que peut-être on ne va pas les aborder tous, la question de l'agenda, la question de la focalisation, sur quoi on focalise le regard, la question aussi des formats par lesquels on délivre la politique dans les médias. Et puis, dernière question qui me paraît importante, le rapport au public, c'est-à-dire comment les journalistes politiques considèrent le public. Donc peut-être très rapidement, sur la question de l'agenda, on est passé à un système quand même où l'agenda aujourd'hui est de plus en plus dominé par le politique. Il me semble que les médias ont perdu un petit peu le pouvoir de définition qu'ils avaient à une époque. Et on le voit d'autant plus avec des présidents habiles comme Macron, qui est un expert en définition de l'agenda. La question de la focalisation, ça je crois que c'est un reproche récurrent, mais qu'il faut prendre en compte. Les journalistes sont très focalisés sur ce qu'on peut appeler la politique politicienne, la course de petits chevaux, au point même que ça imprègne la façon dont les médias se présentent. Là, j'avais amené 2 publicités pour de très bonnes émissions par ailleurs, d'information, alors BFM et puis Arte. On dirait des affiches politiques, personnalisées, tout ça. Donc ça imprègne la façon dont la politique se déroule, imprègne même la façon dont les médias qui couvrent la politique se présentent. Mais ceci dit, regardons quand même, est-ce que la politique aujourd'hui, c'est pas essentiellement dans les rapports économiques que ça se joue? Et là, il y a peut-être un gros déficit d'analyse, et d'autant plus que le milieu économique est complètement protégé de l'investigation, malgré quelques émissions. C'est-à-dire, la communication aujourd'hui des PDG du CAC 40, c'est « je ne communique pas », sauf sur les produits et les services. Alors qu'un politique, il est soumis à un flot constant, vous leur menez la vie dure, il faut qu'ils donnent leur avis, leur réaction à tout moment, constamment. Un PDG du CAC 40, lui, il n'a jamais de compte à rendre. Le PDG de telle ou telle grande compagnie de téléphone, il échappe à toutes les investigations approfondies. Que sait-on aussi de certaines régions du monde dont on ne s'occupe jamais et qui pourtant définissent notre rapport aux politiques quotidiennes? Les formats, on va en reparler. Là, vous êtes sûrement plus compétent que moi. Je crois qu'il y a eu des efforts de renouvellement, mais peut-être d'autres choses à inventer. Et dernier point, le rapport au public. Parce que j'ai l'impression que le public, souvent, est traité juste comme une matière d'illustration par les médias et les journalistes. Vous parliez tout à l'heure du micro-trottoir. Le micro-trottoir n'est pas représentatif, c'est juste un élément sonore ou visuel qui agrémente un reportage et qui fait joli. Et là, il y a un vrai problème qui se pose, pas seulement d'ailleurs aux journalistes, aux politiques, mais aux chercheurs aussi. C'est comment on comprend l'opinion, comment on peut la mesurer, à partir de quelle méthode, quels sont les indicateurs dont on dispose. On a beaucoup décrié les sondages qu'on utilisait sûrement à tort et à travers. Mais aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux et c'est pas beaucoup mieux parce qu'ils sont sûrement encore moins représentatifs que les sondages. Et peut-être, il faut regarder, comme vous l'avez fait, la politique par en bas et tout ça, et puis être beaucoup plus humble. Et ça va être beaucoup plus long parce que c'est plus qualitatif et c'est moins petite course de chevaux. Du coup, c'est peut-être le moment de raconter l'expérience française. Donc l'année dernière, sur la précédente présidentielle, le journal l'avait fait aussi. On était une petite équipe à vouloir profiter du moment présidentiel pour raconter ce qui meut la France, du verbe se mouvoir. Et en fait, on a décidé de partir sur un principe, sur plusieurs principes qui étaient d'abord l'immersion, donc de partir en reportage sur 4-5 jours avec une problématique de départ mais pas un angle affiné, c'est-à-dire on ne se disait pas je vais là et je vais à tout prix faire un sujet sur ce sujet-là, je vais aller le chercher parce que parfois on va chercher un sujet à un endroit et finalement on passe à côté du vrai sujet. Donc on avait une thématique et puis on se dit je donne 4 jours pour démêler les choses et puis pour voir l'angle qui en ressort. Et ensuite, on avait une boîte à outils.
Cette boîte à outils, c'était le grand récit classique qu'on voit dans la presse en général. On avait des verbatims, c'est-à-dire on disait parfois il y a une personne qui nous a dit quelque chose qui nous semble intéressant de raconter parce que ça dit quelque chose d'une difficulté, d'une réussite, d'un point de vue sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc on va ouvrir les guillemets et puis laisser cette personne se parler. Et le troisième outil, et qui rejoint ce que vous disiez, c'était un questionnaire, un peu un questionnaire à la Proust, avec une série de questions qui n'avaient volontairement rien à voir avec la politique. C'était qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment, quelle est la dernière chose qui vous a ému, quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère, quelle est la dernière actualité qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous rend optimiste, c'est quoi pour vous être français, et une série de questions comme ça qui étaient, vous le voyez, qui induisaient des choses en rapport avec la société française, avec la politique, avec l'actualité, mais on n'allait pas en frontal le chercher, et c'était une autre manière d'aller récupérer des préoccupations. Nous, on a appelé ça c'est quoi les préoccupations des Français aujourd'hui, et qui, en fait, nous ont permis de raconter par là des choses qui étaient éminemment présentes dans la campagne présidentielle. Ça nous a permis de remettre l'accent sur la question du travail, par exemple. La question du travail qui est centrale, c'est bête à dire, mais en fait c'est ça qui organise, c'est ça qui préoccupe, c'est ça qui... Voilà. La question du territoire sur lequel les gens vivent, est-ce qu'ils y sont bien, est-ce qu'ils n'y sont pas bien, la question du logement. En fait, sans aller chercher ces problématiques-là, ça revenait, et on s'est fait la réflexion à la fin de l'année que constamment, les gens nous faisaient ces reproches sur les politiques, la politique, etc., en disant on s'occupe pas des vrais problèmes, et puis on nous parle pas, et puis les politiques sont tous pourris, etc. Mais tout ce qui les rendait optimistes était des choses qui étaient de l'ordre du politique. Par exemple, ils étaient très heureux du modèle social français, c'est revenu extrêmement souvent, ce genre de choses. Donc c'était une manière de raconter ce qui fait la politique, sans avoir ce biais de l'agenda politique, parce qu'on partait pas avec l'angle de départ, avec un angle en disant il y a une actu sur la Sécu, on va aller faire un sujet sur la Sécu. C'est pas comme ça qu'on l'a traité, et c'était une manière de prendre le pouls, de la société, qui nous a semblé nous intéressante en tant que journalistes. Voilà. C'est très vrai que ce format-là est un format auquel finalement on n'est pas forcément très habitué, et ce qui ressort assez régulièrement sur le terrain, c'est aussi que par le truchement de techniques journalistiques qui sont quand même assez propres au journalisme politique, je pense notamment à la manière dont un Jean-Jacques Bourdin peut mener une interview, Anne-Sophie Lapix ou Élise Lucet, c'est vrai que certaines des techniques journalistiques, particulièrement télévisuel, et en plus en face d'un personnel politique, on va utiliser beaucoup plus de questions fermées pour forcer notre interlocuteur à répondre à la question qui est posée, essayer de naviguer un petit peu au milieu de certains poncifs et langues de bois. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça donne pas aussi une vision du journalisme au global, comme quelque chose de peut-être un tantinet plus agressif que ce qu'il n'est dans la pratique de terrain que vous avez? Oui, c'est vrai que là, vous parlez des interviews, on va dire des interviews télé, où les intervieweurs, pour essayer d'obtenir des choses de leurs interlocuteurs, sont obligés de passer à soit des questions très fermées, soit essayer de les désarçonner pendant les interviews, parce que vous avez deux grandes périodes pour les interviews. Vous avez la période des campagnes électorales où là, en fait, ils sont interviewés tous les jours, les mêmes tous les jours. Et donc, si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de différent, eh bien, il faut faire preuve voilà, il y a certains confrères qui savent faire ça de manière extrêmement soit agressive, soit avec des questions déroutantes. Enfin voilà, donc ça, pendant les périodes électorales, il faut bien se dire que vous avez toute la difficulté d'avoir des hommes politiques qui, compte tenu de l'offre aujourd'hui en interview, radio et télé, ils vont quasiment pendant toute la campagne délivrer un nombre d'interviews absolument considérable, au point que
moi, je sais que cette année, pour la présidentielle, j'avais dit ça dans une conférence il y a un mois ou deux, ou c'était après la présidentielle, j'avais expliqué qu'à Paris Match, avant le premier tour, on avait renoncé à faire des interviews des principaux candidats, en se disant que de toute façon on aurait des interviews avec les mêmes réponses, et même si on pouvait essayer de chercher, donc on avait renoncé à les faire, et plutôt à essayer de les suivre et raconter leur campagne avec notre propre prisme. C'est vrai que ça développe un sentiment peut-être auprès des Français qui regardent, le côté très agressif des journalistes, et ça ajoute sans doute une pièce supplémentaire à au réquisitoire qui est, si j'entends M. Eudel, qui est déjà assez important, mais au fond, peu importe. Le problème qu'on a aujourd'hui, et alors pour le coup, Manon, elle est bien placée pour le savoir, puisqu'elle a vu arriver toute cette petite armée de nouveaux politiques, et notamment de marcheurs. La grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des hommes politiques qui ne disent rien. C'est-à-dire que moi, je les vois tous les soirs défiler sur la chaîne, et ils sont assez fantastiques, ces députés marcheurs, c'est qu'ils n'ont strictement rien à dire, sinon réciter exactement la même chose. Donc vous pouvez mettre un homme, une femme, un noir, un chinois, un blanc, un petit, un grand, un gros, c'est exactement la même chose. Ils sont assez fantastiques, et on est déjà très lassés à la chaîne. Je vois, ils sont déjà très lassés de les voir. Et là, on va voir très vite les limites du renouvellement par des gens qui n'avaient aucune expérience politique, mais qui en plus, c'est pas très grave de mettre des nouveaux, à la limite c'est même bien, mais faut-il encore qu'ils aient des choses à dire autres que finalement un même catéchisme. Et ça, ça m'intéresse beaucoup de voir cette évolution, parce que pour beaucoup, je donne pas cher de leur peau sur la durée. Après, ça fait partie aussi de l'esprit de relation instauré par Emmanuel Macron avec les journalistes. Moi, je les sens très là-dedans. C'est-à-dire, en fait, c'est une culture d'entreprise, on fait de la com, on n'est pas là pour commenter. En fait, en prenant au mot cet état d'esprit anti-politique politicienne qu'on retrouve chez un certain nombre de citoyens, d'électeurs, en disant c'est les petites batailles, il y en a marre, etc. Et en fait, Emmanuel Macron prend ça au mot. Alors, le temps nous le dira, si c'est effectivement que des petits soldats qui pensent la même chose, ou alors est-ce qu'en fait ils sont extrêmement formatés. Moi, aller voir au quotidien, j'arrive pas encore à le savoir. C'est-à-dire, il y en a certains qui sont extrêmement formatés, etc. Il y en a d'autres qui ont un fond politique, mais qui sont totalement en adhésion avec cette vision-là, et puis surtout qui veulent surtout pas prendre de risques parce que ça fait 6 mois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils n'ont pas envie de se griller en déconnant et en allant en dépassant les règles qui sont installées de manière globale. Mais en tout cas, il prend Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec vous, et je crois que c'est aussi la mise en œuvre d'une stratégie de communication qui, en fait, est très ancienne dans le domaine politique, qui remonte à Clinton quasiment. Ce qu'on appelait à une époque le modèle de la War Room, c'est-à-dire une parole très centralisée, très contrôlée, et qui vise à délivrer un message précis, unique, et à pas dévier de ce message. Alors après, ça a été utilisé en Grande-Bretagne par Tony Blair, très très bien. Je crois le premier en France qui a vraiment essayé de faire la même chose, c'est de façon peut-être un petit peu balbutiante, c'est Sarkozy. Après, bon, Hollande, c'est notre affaire. Et puis après, Macron, lui, l'applique de façon très stricte, avec cette idée, il y a un message, on ne dévie pas du message. Et alors, en plus, je crois que on a aussi, c'est très intéressant, une nouvelle génération de députés qui est très particulière, pas seulement parce qu'ils ont beaucoup moins d'expérience, mais il y en a beaucoup qui viennent aussi du milieu économique, où c'était une forme de communication très courante. On ne se pose pas de trucs, on dit, je représente ma boîte, quelle qu'elle soit, je parle au nom de l'entreprise, et pas en mon nom propre, j'ai pas de personnalité, pas de sentiment, pas d'affect. Et ça, on le retrouve bien. Et en plus, il y a quelque chose qui est très important chez ces députés-là. Il faut bien voir que la moitié savent, et même c'est dans leur plan de carrière, ils ne se représenteront pas. À la fois parce qu'il va y avoir la proportionnelle, moins de postes, diminution des postes à l'Assemblée, et puis parce qu'ils ne le vivent pas comme un investissement durable, la politique. C'est une étape dans leur plan de carrière et dans leur CV. Et donc ça induit un comportement très particulier.
Et nous, ça nous pose des problèmes parce qu'en fait, c'est de la com. En fait, on est dans un... la politique, c'était déjà de la com, mais là, ça l'est de manière outrancière. C'est-à-dire, on est face à des éléments de langage, même une pratique est commune, et on pourra y revenir si vous voulez, de déjeuner avec des politiques qui est censé être un moment où on se détend un peu sur les éléments de langage, etc. Ça ne l'est plus, c'est que de la délivrance de messages. Mais nous, journalistes, on n'est pas là pour faire de la com. Donc ça, je pense que ça nous pose un obstacle supplémentaire et ça doit nous questionner sur notre manière dont on fait notre travail aussi. C'est à nous de trouver d'autres manières de le faire. Et puis, il y a aussi quelque chose qui tient, qui est très basique, qui tient au fait que c'est des nouveaux, donc il n'y a pas de relation de confiance avec les journalistes parce que il n'y a pas cette relation de longue date qui existe avec des gens et donc de confiance sur lui, il ne va pas m'afficher dans son journal demain matin en gros titre en disant je pense que Macron est un idiot, donc je peux me permettre de parler un peu et d'analyser un peu plus la situation et ce qui se passe avec lui. Là, on a une assemblée, pour parler de l'assemblée, mais je pense que c'est à l'échelle de renouvellement du gouvernement, c'est assez fort. En tout cas, et aussi des conseillers, c'est assez fort aussi. On a toute une génération qui arrive, qui avait pas de carnet d'adresse. Les journalistes n'ont pas ce carnet d'adresse-là. Et puis, c'est des relations qui se font. On verra, on fera le bilan dans quelques mois, dans quelques années, de tout ce que tout cela donne. Vous évoquiez à différents moments de la conférence ce point important sur la critique qui est faite aux journalistes politiques sur justement le fait de donner leur opinion. Donc vous sur BFM, c'est ce pourquoi on vous invite pour commenter l'actualité. Le journalisme de fait et le journalisme de commentaire ont toujours existé, ce sont deux pans du journalisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui on assiste à une sorte de schisme entre ces deux parties du journalisme politique, ou est-ce que c'est quelque chose de très traditionnel qui semble simplement un peu plus visible aujourd'hui ? Je vais répondre pour ma propre petite personne. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit très nouveau. J'ai fait je fais aujourd'hui beaucoup de journalisme de commentaires, hein, ça c'est vrai, puisque j'éditorialise chaque soir à BFM. J'ai fait quasiment 15 ans de journalisme politique sans jamais aller à la télévision et en étant reporter politique au Parisien, au Figaro. Et il y avait déjà ce commentaire. Alors il y en avait sans doute moins parce qu'il y avait moins d'émissions, il y avait moins de chaînes, mais il y avait aussi plus d'éditorialistes dans la presse régionale. Et il y avait des vrais éditorialistes. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Il y avait beaucoup plus l'éditorialiste de la presse de province, c'était très important. On a un peu oublié, mais il y a moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 97-98, il y avait encore au moins une dizaine d'éditorialistes de la presse quotidienne de province. C'est une époque ancienne. On était tout en haut là, et ils étaient là tous les soirs. Ils venaient écrire leurs éditos après avoir passé la journée. Enfin, c'était aussi une autre époque, mais il y avait déjà ce journalisme de commentaires qui avait sa place. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... Il y a un focus sur la télé, et il y a beaucoup plus de monde. Alors peut-être qu'aussi, on a tendance à dire, il y a toujours un peu les mêmes aussi. Il y a cette critique qui existe, comme si une poignée avait accaparé le commentaire politique en France. Moi, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus. Le fait politique, il existe toujours et c'est lui qui nourrit ensuite le commentaire. Alors, je pense qu'il y a encore une pratique du journalisme en France très bien faite, où on fait la part des choses entre le commentaire. C'est sûr que si les gens, et comme la télé et les réseaux sociaux déforment beaucoup les choses, on a l'impression que c'est que du journalisme de commentaires en permanence. C'est sans doute ça qui fait que, en dehors de notre sphère, il y a peut-être ce sentiment que, mais c'est excessif en soi. Je crois que Manon le disait tout à l'heure, on est challengé sur les réseaux sociaux par le public, par les gens qui commentent, les gens qui critiquent, voire qui critiquent violemment. C'est une critique qui a toujours existé, mais elle est beaucoup plus importante et elle a pris une place
très importante à cause de ce phénomène des réseaux sociaux qui a tendance un peu à... c'est vrai qu'aujourd'hui, on est challengé et qu'il faut lutter pour que le fait l'emporte sur le commentaire. Le commentaire, évidemment, vient en plus. Si je peux juste ajouter une petite chose là-dessus, en fait, je me pose la question du fait que l'information s'est horizontalisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un tweet plus un tweet de commentaire, un tweet de journal, un tweet d'article de faits sont mis au même niveau. Et en fait, nous, c'est quelque chose dont on s'est aperçu au monde, qui est l'effet d'avoir un site internet aujourd'hui, qui fait qu'on ne hiérarchise plus de la même manière. Qu'est-ce qui tient du commentaire et qu'est-ce qui tient des faits. Et ça a été assez fort pendant la campagne présidentielle parce qu'un éditorial, une analyse d'un journaliste qui est très identifié dans le journal papier parce qu'en fait c'est un espace à part, il y a une petite raille où c'est bien écrit chronique, il y a la petite photo du journaliste, donc on comprend que c'est un point de vue. En fait sur le site internet c'est pas aussi bien matérialisé. Et donc je parle sous le contrôle de Delphine qui est rédactrice en chef au Monde. Ici c'est quelque chose je crois qui est dans les réflexions sur la refonte du format de notre site internet. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on identifie ça, c'est le point de vue d'une personne et ça c'est un article de presse. Et je pense que rien qu'en faisant ça, en fait, on aide à la compréhension. Et je crois que ça fait partie des choses qui brouillent les lignes aujourd'hui. Peut-être une petite question qui va probablement plus faire réagir Thierry Vedel. Le journalisme français s'est structuré, s'est construit autour d'un système très centralisé, très étroitement contrôlé par l'État, en tout cas jusqu'à au moins la grande loi sur la presse de 1881. Est-ce que le journalisme politique aujourd'hui n'est pas aussi, entre guillemets, victime de son propre héritage et aussi de la manière dont sont construites et ont été pensées les institutions de la Ve République qui tendent à une très grande personnalisation du chef de l'État. Donc, tout à l'heure, on parlait de pipolisation. Enfin, aujourd'hui, concrètement, obtenir pour un journaliste politique l'interview du chef de l'État, c'est un objectif en soi. Voilà. Est-ce que du coup, voilà, le journalisme tel qu'il est aujourd'hui n'est pas un peu porteur de cet ADN ? C'est vrai, on l'a dit souvent, la vie politique se structure beaucoup. Pas seulement, mais beaucoup autour de l'élection présidentielle, et ça a aussi eu des effets sur la façon dont couvrait la politique en établissant une hiérarchie. Il y a un autre legs du passé auquel je pensais tout à l'heure lorsqu'on parlait de la façon d'interviewer. Je pense que très souvent, de façon inconsciente, ça doit faire partie de l'inconscient collectif. Chez les journalistes politiques aujourd'hui, il y a une sorte de revanche à prendre sur l'époque où le pauvre journaliste à la télé, ou un peu moins à la radio, mais surtout à la télévision, il passait les plats où il était un faire-valoir. Rappelons-nous, je ne sais plus comment c'était Michel Droit, je crois, qui interrogeait le général de Gaulle. Et aujourd'hui, mais je crois, on le sentait très fortement au début de l'émancipation des journalistes de l'audiovisuel. Il fallait affirmer le fait qu'on puisse poser des questions, qu'on avait le droit de poser les questions qu'on voulait, qu'on était journaliste, et donc peut-être ça a eu cette conséquence d'aller à l'affrontement et tout ça. Moi, il y a quelque chose sur quoi je voudrais rebondir. Alors, juste un petit mot aussi sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors, c'est vrai que ça brouille considérablement les choses. Du côté de la recherche, on a beaucoup de mal pour l'instant à savoir comment les gens s'informent. Parce qu'on a beau dire, il y a des fake news, il y a des bulles informationnelles, des bulles d'enfermement et tout ça. C'est très difficile de savoir exactement comment les gens aujourd'hui s'informent en matière politique. Moi, la seule chose que j'ai montrée d'ailleurs là dans un chapitre qui va apparaître, la télévision continue d'être une source d'information politique importante, quoi qu'on dise. Et durant la dernière élection présidentielle, peut-être encore plus que d'habitude. Alors, c'est évident aussi que pour beaucoup de gens, il y a aussi cette source d'information nouvelle à travers Facebook, à travers les infos qu'on reçoit sur les réseaux sociaux et tout ça qui arrive. On a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe exactement, quel est le degré d'attention que les gens portent à cette information. C'est pas parce qu'ils sont soumis à des flux d'infos qu'ils les lisent. On sait par exemple qu'il y a une enquête qui a montré que 60% des likes ou des retweets ou des partages se font sur la base de choses que vous n'avez pas lues.
lu. Vous renvoyez un lien alors que vous n'avez pas lu l'article. 60%. Hein. Voilà. On se dit aussi que c'est quand même des tout petits milieux. Par exemple, le monde des tweetos politiques, c'est rikiki, c'est le microcosme, hein, puisqu'il y a à peu près 15% de gens qui ont un compte Twitter en France. Et là-dessus, ceux qui s'intéressent à la politique, ils sont une minorité, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est plutôt pour suivre les vedettes du business, du show business, du spectacle et tout ça. Hein. Et donc on est dans un petit monde circulaire, hein, comme disait Bourdieu, c'est la circulation circulaire de l'information. Et en même temps, je suis persuadé que ça quand même, il y a des choses qui se passent, hein, des sources d'informations nouvelles. Puis une dernière chose statistique que je voulais donner aussi, n'oublions pas que Internet c'est d'abord une machine à recycler. Alors il y a non seulement mélanger toutes sortes d'informations avec des statuts différents et ne plus établir de hiérarchie, mais aussi c'est une machine de redondance. J'ai une collègue à Sciences Po, Julia Cagé, qui a montré qu'une toute petite part des informations étaient d'informations fraîches. Et l'essentiel de ce que vous trouvez sur les flux, c'est l'information qui, un peu comme autrefois les journaux régionaux reprenaient à tire-larigot les dépêches AFP. Maintenant, ça se fait sous d'autres façons, mais on trouve beaucoup d'informations redondantes et très peu d'informations inédites. Voilà. Et j'ai confiance qu'in fine, les gens se retourneront vers les médias parce que c'est à la fois un moyen d'accréditer l'information et puis aussi de donner l'information fraîche. C'est donc une transition absolument parfaite pour la dernière question. Merci beaucoup, Thierry Vedel. Avec le Brexit et l'élection de Donald Trump, il y a quand même on va dire, ça a amené une certaine prise de conscience au sein des rédactions de la nécessité de faire évoluer les outils du journalisme politique, voire même son approche dans certaines rédactions. Alors déjà, est-ce que c'est un constat que vous partagez dans vos rédactions, Bruno Jeudi et Manon Rescand? Et surtout, comment est-ce que vous voyez un petit peu le journalisme évoluer? À quoi va ressembler le journalisme de demain? Si vous jouez, vous essayez à l'exercice des prédictions. Vaste question. C'est clair que le Brexit et l'élection de Trump, quelques mois avant la présidentielle, nous a amené d'abord à être très prudents. Ce qui, à mon avis, est sans doute le premier conseil que j'ai. Si j'ai un conseil à délivrer à un journaliste politique, c'est la prudence. Alors en plus, quand on commence à avoir quelques années et quelques élections présidentielles, on l'est encore plus. J'ai toujours considéré que ma plus grande faute professionnelle, à titre individuel et à titre collectif, c'était quand même le 21 avril 2002. Moi, je ne fais pas le malin, je ne l'ai pas vu venir et j'ai toujours considéré, en étant au Parisien à l'époque, qu'on était vraiment passé à travers... et d'ailleurs, je raconte toujours ça dans des conférences, un peu comme ça. Là, je ne raconte pas ma vie, mais moi, j'ai voulu arrêter le journalisme politique après le 21 avril. Donc, vous voyez, j'ai continué. Donc, mais en tous les cas... Non, mais entre-temps, il avait baissé. Hein, il a remonté, mais il avait baissé. Non, tout ça pour dire que la prudence, et c'est vrai que le Brexit et Trump nous a amené à la prudence, peut-être même l'inverse, c'est-à-dire qu'on a peut-être vu à un moment qu'on était persuadé que Marine Le Pen serait quasiment en tête de cette présidentielle. Il y a peut-être même eu un effet inverse, ce qui est absolument incroyable. Là, on rentrerait sur un autre thème qui est cette espèce de, j'allais dire, de Front National, pas qui s'est institutionnalisé, mais qu'on a peut-être eu un traitement du Front National ces dernières années qui n'était plus le traitement adapté à ce parti. C'est vraiment parce qu'il a évolué et, sous j'allais dire les 6 années où Marine Le Pen l'a présidé, mais refermons cette parenthèse. Donc la prudence, évidemment. Thierry Vedel tout à l'heure disait oui, le journalisme politique par moment ça confine un peu à la course des petits chevaux, notamment en période électorale où il y a ce côté, on demande aux journalistes à être des pronostiqueurs. Non, nous ne sommes pas des pronostiqueurs, mais quelque part on nous demande de commenter aussi des sondages. Moi je fais partie de ceux qui pensent que moi j'ai trouvé la décision du Parisien, par exemple, de supprimer les sondages, j'ai trouvé qu'elle était... que moi, je ne l'aurais pas prise hein, si j'avais été directeur de ce journal. Et nous, à Paris Match, je pourrais très bien dire on ne fait plus de sondages. C'est moi qui ai le budget sondage, donc je suis bien placé pour le... Et moi, je pense au contraire que le sondage, il faut continuer à utiliser cet outil comme un outil qui peut nous aider
à travailler et à avancer dans l'explication du fait politique. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et moi, je dis toujours, c'est le média qui commande, donc c'est le média qui décide ce qu'on sonde, ce qu'on sonde pas, à quel rythme, avec quelles questions, quels sondeurs, parce que tous les sondeurs ne se valent pas. C'est comme tout, comme les yaourts, hein, il y en a des sérieux, il y a des low cost voilà, et tout ça j'allais dire, ça entre dans un écosystème, et donc c'est aux médias de définir un peu ce qu'ils veulent par rapport au sondage. Un match, on a emprunté ça aux États-Unis, on est propriétaire du Rolling, qui est donc un sondage permanent pendant la présidentielle. Moi, c'est la première année que j'ai fait la présidentielle avec eux, et c'est vrai qu'au début de la présidentielle, on s'est beaucoup interrogé. Est-ce qu'on fait ça? Pour le coup, là, il y a un petit côté course de petits chevaux, mais c'est un outil qui s'est... Alors après, évidemment, pendant la campagne, on peut discuter, est-ce qu'il était vraiment précis ou pas? La vérité, c'est qu'à l'arrivée, il donne le résultat à la décimale près, donc c'est quand même un outil, l'outil de l'IF. L'outil de l'IFOP est un outil, et ça fait 3 éditions, 3 présidentielles qu'ils font ce rolling. Donc ils maîtrisent parfaitement cet instrument de mesure qui, pour le coup, je trouve, est intéressant. On a été critiqué par Mediapart et Arrêt sur Image sur la façon dont on l'utilisait ensuite au quotidien. Il y aurait sans doute à redire. Mais encore une fois, je pense que la prudence, peser les outils les uns et les autres de ce qu'on fait, le sondage à utiliser avec à bon escient. Oui. Quels sont les formats qui vous semblent souhaitables? Comment on pourrait évoluer, notamment dans l'audiovisuel? Alors, oui. Comment on pourrait faire évoluer les choses pour peut-être... Alors c'est vrai que là, les émissions se sont multipliées à l'infini. On met un présentateur, on met 2 politiques, on met 2 journalistes, et vous avez le format de discussion qui tourne parfois à la bataille un peu d'empoignade. Vous avez l'interview assez classique. Mais je vous ai dit tout à l'heure que souvent ces interviews, elles sont déceptives, hein, parce que d'abord, on a souvent affaire à des politiques qui maintenant viennent et sortent pas du tout des rails. C'est très difficile de les faire sortir des rails. À la télévision, ils ont du mal, ils n'ont pas trouvé encore la bonne formule sur ce qui marche bien, par exemple, au Monde, sur le fact-checking. À la télévision, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en scène. La télévision, c'est aussi, j'allais dire, il y a une dimension forcément où vous devez, c'est de l'image, vous devez mettre un peu en scène les choses, et c'est pas forcément toujours facile. Et c'est vrai qu'on reste quand même sur des formats qui ont peu ou pas évolué sur ces dernières années. Au fond, l'heure de vérité, qui était une des premières émissions de débat politique, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui ne sont jamais que des ersatz. Alors après, il y a le quotidien, effectivement, qui a quand même beaucoup évolué par rapport à ce qui se faisait sur Canal+. Ils ont même révélé pas mal de choses ces dernières années. C'est peut-être une des voies d'évolution dans la façon de traiter la politique, même si moi je trouve que dans la façon de mélanger l'entertainment et l'information, je suis assez dubitatif. Et puis je crois qu'il y a la pédagogie aussi. En fait, nous, c'est quelque chose qui est très fort sur le site du Monde, et je crois en fait, à l'heure où tout va très vite, où les contenus circulent beaucoup, faire des contenus qui refont le film des événements, qui vont dire pourquoi un tel dit ça et pas ça, qui vont décoder une stratégie, etc. Aujourd'hui, c'est aussi juste une manière de remettre les choses à leur place. Et puis après, il y a la pédagogie de l'information, l'utilisation de l'information qui est un autre volet. Mais je pense que plus on sera là-dedans, mais même sur un projet de loi, le projet de loi tel qu'il est quand il est annoncé par le ministre et tel qu'il est quand il quand il est vraiment mis en application, il y a des choses qui changent. Et donc, en fait, être capable de dire qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce projet de loi, qu'est-ce que ça va changer pour ce qu'on en est capable d'évoluer, tout ça, ça fait partie des manières de mieux raconter la politique et de mieux intéresser à la chose publique, parce que c'est de la chose publique. Bon, forcément, la thématique est extrêmement vaste, donc on pourra en discuter des heures. Malheureusement, nous n'avons pas des heures devant nous, donc peut-être qu'on pourrait prendre 1 ou 2 questions, s'il y en a, de la salle, ou des choses qui vous ont
interroger ou sur lesquels vous souhaiteriez interroger nos intervenants d'aujourd'hui? Non, tout est clair, c'est merveilleux. Ah si. Merci. Je n'ai pas de questions comme telles, mais c'est pour juste compléter mes collègues. Je suis journaliste politique burundaise. Je suis en exil en France depuis 2015. Donc, quand j'ai vu la thématique, l'impact de la surexposition du journalisme politique sur la profession, ça m'a interpellée. Je dirais à mes collègues, il faut déjà être fier de la liberté des médias, de la liberté d'expression dont vous jouissez maintenant, parce que ce n'est pas le cas pour d'autres pays d'Afrique, et pour le cas qui me concerne, pour le Burundi. J'ai été chef de service politique pendant 9 ans, je sais ce que c'est, et en 2010, j'étais déjà emprisonnée pour avoir dénoncé. Bon, à un certain moment, on est obligé de dénoncer, même si c'est pas toujours dire des choses qui ne vont pas. On parle aussi des choses qui marchent. En 2010, je suis emprisonnée, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. J'ai continué mon métier jusqu'à ce qu'en 2015, on rentre dans ce qu'on a appelé l'histoire des troisièmes mandats en Afrique. Et là, j'ai continué justement à dénoncer, comme j'étais à la tête de la rubrique du service politique. Et jusqu'à ce que j'ai risqué ma vie. J'ai été poursuivie pour avoir rédigé un article sur les promesses non tenues du président qui briguait un troisième mandat, contrairement à la Constitution et à un accord qui avait été signé 5 ans avant à Arusha, c'est en Tanzanie. Les journalistes politiques, on est toujours taxés de rouler pour une partie de la classe politique, ce qui n'est pas le cas. Moi, je sais, le journal pour lequel je travaillais s'appelle Iwachu, pour ceux qui peuvent aller vérifier sur le site. Iwachu, c'est un hebdomadaire qui publie une fois la semaine. Et chaque vendredi, j'étais toujours sous menace. Soit vous avez écrit un article qui n'a pas plu l'opposition, c'est l'opposition qui va vous classer du camp présidentiel. Soit vous avez écrit un article qui dénonce les dérives du pouvoir, le pouvoir s'éclaire, j'étais poursuivie. J'ai fait des semaines, moi mes week-ends, c'était l'exil, je me cachais toujours, parce que je savais j'avais toujours des appels de menaces, jusqu'à ce qu'en 2015, ça se traduit par des poursuites très violentes, jusqu'à ce que je quitte mon pays en catastrophe. Mais ça n'a pas empêché que je continue. Même au moment où je vous parle, je continue de publier sur la politique, sur le Burundi, parce qu'il y a eu pas mal de politiques de l'opposition qui se retrouvent en exil dans les pays européens, des défenseurs des droits de l'homme qui ont été chassés. Et du coup, je continue à exercer en tant que journaliste correspondante de mon ancien journal en Europe. Ça ne m'a pas du tout découragée parce que j'étais poursuivie. Voilà, c'est pour encourager aussi les futures générations. N'ayez pas peur de dénoncer. Tant qu'on travaille en respectant le code d'éthique et de déontologie, moi je n'ai jamais eu peur. Et je vous dis à vous aussi bon courage, mais soyez déjà fiers de cette liberté que vous bénéficiez
Ce n'est pas le cas ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Vous avez raison, bien entendu, de pointer qu'on se permet aussi cette table ronde parce que nous avons le luxe de se permettre d'interroger nos pratiques parce qu'elles se font dans un cadre de liberté. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, bonne suite de conférences à tous. Et puis, merci, bien entendu, à vous trois pour cette passionnante conférence.